Et j'appelle Tucento qui va nous parler de ontologie et mathématiques. Bonjour Tucento. Je vais acheter et c'est le livre imprimé, comme ça c'est la taille. Parle bien. Je m'excuse pour mon français parce que j'ai quitté Paris il y a 7 ans, 6 ans. Et donc parfois c'est difficile à arriver à prononcer les mots. Mais tout d'abord, je tiens à remercier Alain d'avoir m'invité à participer à cet événement pendant notre dernière réunion à Prague. Il savait que je n'avais pas encore lu ce livre et j'ai donné une intervention précisément sur la cohérence et de l'avenir d'un projet ontologique mathématique du point de vue du développement récent dans la théorie de la mesure ou numérosité des ensembles. J'imagine qu'il aurait pu penser que j'aurais pas écrit le texte de cette manière si je l'avais vu l'être événement volume 3. Et dans cette intervention, je vais parler de volume 1, 2 et 3, à savoir être événement, émanence de vérité et logique des mondes et immanence de vérité comme 3. Il aurait pu penser, oh, mais j'ai déjà répondu à cela, si seulement il savait. Et je ne savais pas. L'article que j'ai donné il y a quelques mois, donc, utilisait un traitement d'ensemble infini avec des classes pour montrer que les applications, et dans ce sens, applications mathématiques des fonctions injectives, bijection, surjection, applications de plus grand en plus petit peuvent tenir pour des ensembles de cardinalité supérieure à l'oméga 0. Le danger est que si les ensembles infinis peuvent être comptés d'une manière analogique que des ensembles finis, même des très grands ensembles finis, alors une propriété clé de la distinction entre le dénombrable et le indénombrable doit être repensée. L'objectif était de transformer la relation supposée entre mesure et hors mesure, prise pour recombler la division entre le fini et l'infini. Et je n'avais pas développé une thèse forte à ce moment-là, mais j'ai seulement souligné certaines difficultés dans la formulation originale de l'ontologie mathématique à l'aide des ensembles qu'Alain a introduits dans le volume 1. Ceci est un projet en cours et j'ai donc été heureux de lire dans le volume 3 toutes les nouvelles méthodes, en particulier celles utilisant les classes dans le volume 3. Dans le volume 1, nous avions l'impression que nous devions rester dans le langage des ensembles et de leur application des fonctions. Tous les autres utiles logiques, comme les classes, la prédication, étaient nécessaires dans une certaine mesure, mais menaçaient de ruiner la beauté cristalline d'un monde avec seulement des ensembles et la relation d'appartenance avec le signe d'appartenance. Au cours de cette période, tout ce type d'outils logiques ont été jugés un peu trop proches de la philosophie linguistique du monde anglophone. Donc, même s'il était nécessaire de parler en termes de la représentation des ensembles avec un prédicat comme P, il était toujours préférable de penser avec les présentations, c'est-à-dire la présentation de la multiplicité en termes de la pyramide inverse des ensembles et de appartenance. Mais l'aspect le plus intéressant de volume 3, du point de vue de l'ontologie mathématique, est en fait le changement de perspective introduit par l'utilisation des nouveaux types d'outils et des méthodes dans la théorie d'analyse des ensembles. Classe, fonction, plongement, embedding, filtre, ultrafiltre, et toutes ces méthodes ont joué un moindre rôle dans le volume 1, même s'il existait déjà. Bien sûr, il y a beaucoup de dire sur un livre aussi long et profond, et je voulais simplement ajouter que ce sont vraiment parmi les grands livres de la philosophie.
Alain ne donne pas toutes les solutions, mais il donne l'architecture d'un travail qui nécessite des constructions supplémentaires à l'intérieur d'une structure théorique. En tant que maître, professeur, Alain laisse toujours le vrai travail au lecteur. Il n'est pas donc surprenant que son travail ait donné lieu à des mouvements intellectuels qu'il n'approuve peut-être pas entièrement. Je pense au travail des nouveaux réalistes, Quentin Meillassoux, Ray Bassier, même dans le monde musical de François Nicolas, Fraser dans le xénoféminisme, tous les néo-marxistes que je connais, des néo-althussériens avec une forte tendance badiousienne, des néo-lacaniens comme des écoles de Slovènes, néo-lautmaniennes, peut-être moi, je ne sais pas, qui prennent d'autres noms canoniques comme titre, mais qui avec une forte tendance badiousienne. Il y a certainement des développements ailleurs que je ne suis pas tout à fait ignorant. Et si je n'ai pas une telle chance de faire éloge de mon maître dans un contexte public, permettez-moi de dire ici que sa contribution n'est simplement pas son propre travail, mais aussi les générations de la pensée, les générations des penseurs. Et la louange d'Alain ne signifie pas d'accord avec Alain. Bien sûr, cela signifie une lutte intense avec son travail qui nous a tous changés. Et donc, comme à Prague, hier, je crois, il a renoncé le slogan « mathématiques égale ontologie ». Donc, cette formule ne appartient plus à juste lui. Donc, on peut continuer avec la formule, même s'il a abandonné. Sur cette note, je dirais que durant mes nombreuses années de connaissance de Frank Ruda, qui a parlé hier, un autre penseur profondément influencé par notre maître commun, nous avons toujours revendiqué d'une sorte de slogan. Nous savons que le slogan officiel badiusien est « Il n'y a que des corps et les langages, sinon il y a des vérités ». Mais notre slogan est un peu différent. C'est qu'il n'y a que des possibilités, sinon qu'il y a des impossibilités. Si nous prenons la déclaration de manière logique, il existe certainement des possibilités qui ne sont pas réelles, actuelles. Et les impossibilités ne peuvent certainement pas être réelles. En regardant à travers le terrain de la pensée contemporaine, nous sommes souvent confrontés avec des appels à, entre guillemets, rendre possible des choses. Quelque chose. Rendre possible un critique radical, rendre possible une nouvelle politique, etc. Et c'est cela que nous avons toujours plaisanté, et disons qu'Alain n'est pas un penseur de la possibilité, ou même des nouvelles possibilités, mais plutôt un penseur des impossibilités. Il existe des possibilités, sauf que les impossibilités existent aussi. C'est assez différent de l'idée de rendre possible des possibilités nouvelles. C'est de montrer que des impossibilités se produisent. C'était toujours ce qui était le plus intéressant et attirant des grands projets d'Alain. En d'autres termes, l'événement nous impose un devoir de pensée et de militance. Le hasard et l'événement étaient impossibles. Donc Frank Ruda a tenté à sa manière de le faire comprendre dans son travail sur le fatalisme contemporain à partir de Descartes, et je le félicite pour son tâche. En reposant ces problèmes de possibilité et impossibilité, j'ai fait face à deux choix pour traiter le volume 3 dans ce premier forum public. Le premier aurait été de faire une critique du choix d'Alain en relativisant le statut d'infini dans ce livre. J'imagine que d'autres lecteurs auront besoin d'une compréhension plus approfondie pour évaluer les affirmations d'Alain dans ce livre sur la finitude des ensembles constructibles. Dans un récit traditionnel de la théorie des ensembles, le constructible peut certainement être infini. En raison de l'interaction logique entre la constructibilité et la finitude, les constructibles sont traités comme une espèce de finitude. Et je remercie David Rabouin pour m'avoir aidé à surmonter un moment de confusion sur cette question. J'imagine que les lectures seront également confrontées à des problèmes similaires. Mais bien sûr, si nous sommes confrontés d'une infinie dynamique, appelée Alain dans volume 3, nous sommes aussi confrontés à un problème tout à fait différent qui concerne le travail de volume 1 et volume 2, qui nous a conduit à ce point-ci.
c'est-à-dire la relation ad hoc d'origine entre dénombrables comme fini plus petit que oméga 0 et les indénombrables supérieurs à oméga 0 comme infini n'est pas un problème non négligeable. Désolé. Mais c'est un problème que j'espère traiter dans un autre travail dans l'avenir. Après, j'ai digéré ça. Et donc, l'autre choix était de traiter de manière plus philosophique et peut-être plus fidèle avec ma fraternité avec le camarade Ruda. C'est penser volume 3 en termes d'existence ou d'actualité, d'impossibilité. Pour être clair, c'est la question de savoir si un événement considéré comme impossible par la loi des situations s'impose comme actualité. La métaphysique est aussi simple que contre-intuitive. C'est-à-dire, compte tenu d'une gamme de possibilités pour des combinaisons et les recombinaisons d'une situation donnée par une multiplicité, l'événement apparaît méconnaissable ou inexistant par la situation. Dans volume 1, la forme pure de l'événement n'est pas, comme Alain admet lui-même, un ensemble. Les critiques d'Alain ont souvent attaqué ce point dans volume 1 comme un peu d'absurdité. J'admets que cela aurait été mieux s'il n'incluait pas cette section dans le volume 1, car ce n'est pas seulement une absurdité sémantique, mais elle bouleverse aussi le syntaxe qui a été très rigoureusement organisé dans le début de volume 1. Cependant, le geste philosophique d'Alain dans cette section divise volume 1 en deux. On se divise en deux. La première partie traitant de la théorie de passage entre la multiplicité inconsistante et la multiplicité consistante, tandis que la deuxième partie traitait de l'émergence d'événements en termes de multiplicité consistante. Le point clé de la deuxième partie de volume 1 était la démonstration que même si l'événement ne pouvait pas être présenté ontologiquement en termes théoriques, les conséquences de l'événement pourraient être. Il apparaît alors à la démonstration des ensembles non constructibles de démontrer la présentation impossible dans le fonctionnement de la structure théorique établie est une représentation possible dans les ensembles génériques non constructibles. C'est fondamentalement la raison pourquoi les ensembles génériques sont appelés génériques. Ensembles admissibles qui ne suivent pas les règles de la construction de la situation. Cela nous amène au point clé de la discorde entre volume 1 et volume 3. Je vais laisser volume 2 de côté. La question ontologique clé de la première partie de volume 1 était le pont entre les multiplicités multiples. Les multiplicités consistantes, les multiplicités inconsistantes. Le choix en question était celui des axiomes de ZFC et le compte pour 1. D'où le compte pour 1, on sépare le domaine de l'ontologie, où l'ontologie égale mathématique, et le vide, et aussi l'autre slogan, le vide est le nom propre de être. Du fond du multiplicité inconsistante. C'est pourquoi le rôle du vide était si central pour le volume 1. Le compte pour 1 du vide nous permet de nommer la multiplicité inconsistante et de fournir une hiérarchie V de multiplicité infinie ou transfinie, des ensembles bien fondés, utilisant l'induction transfinie. C'est dans et à travers cette hiérarchie que l'ontologie dans volume 1 fleurisse. Tous les ordinaux limites se produisent dans ce domaine de discours, à l'intérieur de ce discours. L'aspect le plus important de tout cela est l'introduction de l'événement et du sujet qui suit dans la deuxième partie de volume 1. Alain, ici, oppose l'ontologie à l'événement, comme cela se produit dans volume 1. L'événement est une sorte de hasard, une sorte de non-sens. Cependant, ici, le hasard ne ferait que rester insensé s'il ne pouvait pas prendre forme dans le discours ontologique. C'est donc ici l'incomplétude de la théorie des ensembles ZFC qui fournit
un théâtre pour mettre en scène l'émergence d'une exception. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une hiérarchie infinie des ensembles interconnectés par constructibilité, selon l'hypothèse V égale L, sinon qu'il existe des ensembles génériques où V est beaucoup plus grand que L. L'épreuve de Gödel et Cohen permet de démontrer l'existence de quelque chose qui n'est pas domestiqué par l'hiérarchie enracinée par le compte pour un, par le vide. Ainsi, la forme des vérités à l'exception et la procédure générique mise en évidence par l'existence d'ensembles génériques dans la méthode de faussage de Cohen. La grande surprise, l'ironie de l'ontologie mathématique dans volume 1, était que l'événement ne pouvait avoir de conséquences ontologiques que si et seulement si la théorie des ensembles était logiquement complète. C'est entièrement le platonisme gödelien. Démontrer l'existence de vérité, c'est accepter pleinement les limites logiques d'ontologie en tant que la théorie des ensembles. Et je crois que Quentin, hier, il a parlé de V comme le bon de Platon. Donc, c'est proche de cette idée. Cela répond également aux questions soulevées. Je vais sauter cette partie. OK. Donc, volume 3 commence avec une perspective différente. Les fondements de l'ontologie mathématique ne doivent plus être répétés, mais consciencieusement assumés. Nous commençons seulement avec l'univers V et des nombreuses façons dont il peut être analysé. En fin de compte, nous essayons de plonger, embed, L, l'univers des constructeurs, dans L lui-même et montrer ce qui a été montré par le théorème de Kuhnen. Et ceci est important, ce qui est important ici, c'est la méthode, c'est des utiles. Alors que dans volume 1, nous avons commencé par la construction à partir d'un compte pour 1, et nous sommes passés à incomplétude. En revanche, nous supposons ici un monde tentaculaire, je ne sais pas si c'est la bonne description, ou plus simplement très dense, des multiplicités et des ensembles distincts, pertinents pour notre enquête. Nous pouvons appeler cela une méthode analytique. C'est pourquoi volume 3 utilise les fonctions comme mode primaire. La tâche de couvrement et de filtrage est une méthode qui utilise des fonctions pour sélectionner des ensembles pertinents dans un univers d'arrière-plan de V des ensembles. Si ZC est vrai, et la thèse de Silver est soulevée concernant 0 dièse est vrai, cela fournit une analyse de V qui produit des ensembles avec des cardinalités plus grandes dans lesquelles l'ironie antérieure concernant les ensembles génériques non constructibles devient plutôt banale. Ce mode de traitement du monde résultant du fameux paradis de Cantor est bien sûr légitime. Nous pourrions abuser la notion de le mot paradis en affirmant que volume 3 n'est qu'un paradis. Mais nous pourrions faire d'autres observations sur la façon dont elle modifie la question du choix philosophique dans le projet d'ontologie mathématique. Tous les axiomes sont des choix, bien sûr, y compris l'axiome des choix qui implique de manière réflexive d'un choix sur un choix. Cependant, volume 3 met l'accent sur la question du choix lorsqu'il s'agit d'axiomes des choix à partir duquel on peut obtenir un transfini robuste ou robuste, et sur le choix 0 dièse à partir duquel on obtient l'analyse de V par des cardinaux plus grands. Ce n'est pas le même choix que nous avons rencontré dans le volume 1. Tout à fait différent. Certes, nous faisons beaucoup de choix et le fait de définir des choix théoriques nous oblige à faire des choix dans la pratique mathématique est plutôt banal. Ce qui est important ici, c'est la différence en termes d'identification de la thèse concernant le rôle du générique et celui du sujet. Comme volume 3 commence par V et suppose toutes les méthodes pour identifier les grands cardinaux et des cardinaux énormes en V, tous les ensembles génériques sont supposés.
Les ensembles constructibles et finis sont des déchets quand il s'agit de traiter ce fond de multiplicité infinie. Si le générique et le sujet jouent ici un rôle, ce ne sont que des modes d'analyse conduisant à refuser des analyses plus faibles dans un univers donné V, le recouvrement fini. Ce mode de découvrement de ce qui est déjà latent est une analyse, mais aussi une héméneutique. Donc, c'est une question de recouvrer ce qui est déjà là. Je déteste ce mot, mais peut-être on peut chercher un autre mot. Mais ça reprend un peu la paradoxe de psychanalyse. Est-ce que l'inconscient est déjà là et par la méthode d'analyse, en quelque sorte, on trouve, on cherche quelque chose qui est déjà là, ou est-ce que dans le cabinet de psychanalyse, on produit quelque chose à partir de... Donc, quelque chose, c'est lié à ça. Ici, entre volume 1 et 3, nous avons un doublement de sujet. Un sujet responsable de la séquence d'un processus générique et un sujet qui interprète le générique ou du non constructible dans le contexte de couvrement. Dans volume 3, Alain met l'accent sur le découvrement du non constructible, mais un tel non constructible est une sorte de donnée ontologique déjà dans l'univers V. Cela fournit une immanence de vérité. Cependant, il introduit une ambiguïté philosophique. L'ambiguïté est celle entre le sujet militant et le sujet philosophique. La militante ne se contente pas de construire, mais prend aussi des sauts. Elle milite sur la condition de l'événement, sur le signe de la vérité. En revanche, la philosophe ou le sujet philosophique interprète d'être. Elle identifie des instances de générique et affirme que des vérités existent. Ces figures peuvent coexister et peuvent être même la même personne dans des situations différentes. Cependant, la différence de perspective, la différence entre volume 1 et 3, justifie un œil critique plus net. Où sommes-nous en termes de la slogan avec camarade Ruda? Qu'en est-il de « il y a des possibilités, sinon il y a des impossibilités ». La réponse simple ici est que l'immanence des vérités déplace le rôle du générique du côté de la découvrement. C'est aussi puissance analytique supérieure des infinis, les plus grands, de démontrer la non-finitude et la non-déconstructibilité de l'univers, des ensembles dans l'univers donné de V. Le slogan de ma fraternité avec Ruda, c'est dessous. Sub specie aeternitatis, il n'y a plus de frontières possibles et impossibles dans l'ontologie mathématique, telle que nous avons reçue dans volume 1 et 3 et 2. Alors que le langage de la théorie des ensembles, la fin sans fin, reste incomplète. L'analyse de volume 3 commence par l'actualité de V, étant donné l'axiome de choix et de 0 dièse. On pourrait certainement faire valoir que le prix de payer pour l'immanence de vérité est la nature procédurale de l'exception générique. L'équilibre entre les deux, l'hasard de l'événement d'un côté et la forme de hasard dans l'être, est difficile à équilibrer. Cela ne veut pas dire que volume 1 et 3 ne peuvent être équilibrés. Il est certain qu'il faut faire beaucoup d'explications pour en tirer des conséquences. Comme j'ai mentionné, le don d'avoir Alain comme maître est précisément le fait de bâtir l'architecture. Il s'agit toujours de trouver le point de fragilité dans la structure. Je peux me tromper, mais le point de fragilité est la menace de la disparition de militants actifs et temporels en tant que caractéristique de l'ontologie déjà donnée. Nous sommes donc confrontés dans une tâche importante. Merci. Merci d'avoir tenté d'examiner les structures de la trilogie en tant que telle, et de ne pas rester en quelque sorte dans l'explication de l'immanence.